La ville est en plein chaos. Tu l'étais aussi. Je sais très bien qui j'étais, et je sais qui je suis maintenant. Spider-Man avait besoin d'un renouveau, assez de frapper les méchants et de les laisser s'échapper. Le monde a besoin d'un héros qui aime appuyer sur la gâchette. Et cette responsabilité est tombée sur Nicolas Cage, qui a abandonné sa moto en flammes et sa veste en cuir infernal pour enfiler des collants et sauver la ville de New York d'une nouvelle vague de super-vilains, créée par l'armée la plus infâme de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire de Spider-Man que tu voulais, mais Spider-Noir est ce qu'il te faut. Mais avant de commencer, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les membres du Club Elite N-Minutos pour leur soutien. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Si tu veux faire partie de la famille et débloquer du contenu exclusif qui se renouvelle chaque semaine, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Cette histoire débute par l'introduction classique liée au célèbre Spider-Man. Cependant, lorsque notre héros apparaît, il ne porte pas le costume rouge et bleu emblématique, mais une veste en cuir et un chapeau qui lui donnent un air beaucoup plus audacieux et sophistiqué. Quelques secondes plus tard, le protagoniste atterrit dans une ruelle, enlève ses vêtements et révèle être Nicolas Cage, acteur à la carrière aussi imprévisible que fascinante. Cette fois-ci, il a laissé derrière lui son costume de Ghost Rider pour parcourir les cieux avec un objectif différent. Pour cette histoire, il a adopté le nom de Ben Reilly, un détective privé avec peu de travail mais beaucoup de choses à résoudre. Ben nous raconte comment, il y a quelques années, il profitait de la vie à New York, où il a grandi, est tombé amoureux et fut le héros de la ville. Mais tout a changé radicalement du jour au lendemain. Après avoir perdu sa bien-aimée Ruby, rien n'a jamais été comme avant. Ben avait prévu de l'épouser et avait même acheté une bague qu'elle n'a jamais eu l'occasion de porter à son doigt. La dernière chose qu'elle lui a dite, c'est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Se sentant comme un raté à ses yeux et aux yeux de tous, il a décidé de cacher son costume derrière un mur et de se concentrer sur une vie ordinaire. Après cet épisode, l'histoire fait un saut dans le temps. 5 ans suffisent pour observer le destin de Ben, que l'on retrouve assis dans un bar, en train de boire un verre et de fumer une cigarette. Dans sa main droite, il tient la photo d'un jeune homme en uniforme militaire. Derrière le comptoir, il voit le même homme, aujourd'hui plus âgé et avec moins de cheveux. C'est bien lui. Une femme à ses côtés lui demande si c'est son genre d'homme. Mais Ben est là pour le travail et ne quitte pas des yeux sa cible. Une fois que le jeune homme quitte les lieux, Ben le suit. Dans la rue, le jeune homme décide de l'affronter, lui ordonne d'arrêter de le suivre et le prévient que cela ne finira pas bien pour lui. Sans se laisser impressionner, Ben entame une poursuite intense. Soudain, alors qu'il court sur le trottoir, une voiture s'arrête et ouvre violemment la porte juste à temps pour le percuter, laissant Ben étendu au sol. Le conducteur descend avec une arme à la main et ordonne à Addison, le jeune homme que Ben suivait, de s'arrêter. Quelques secondes plus tard, Ben se relève avec une agilité impressionnante. Il demande aux curieux où ils sont allés, et il désigne une entreprise pétrolière près des quais. Ben explore progressivement le complexe, jusqu'à ce que de violents maux de tête lui embrouillent l'esprit. Quand il retrouve enfin les individus, Addison, furieux, l'avertit qu'il ferait mieux de partir tant qu'il en a l'occasion. Mais l'individu refuse et canalise alors une grande quantité de feu dans ses mains. Il est évident que feu et pétrole forment une combinaison mortelle. Ben le sait, mais il ne peut intervenir à temps. Le sujet finit par décharger son arme contre Addison, qui s'effondre, tandis que les flammes se propagent sur le sol jusqu'à atteindre un immense réservoir de pétrole au fond de l'usine. Avec Addison mort et la station pétrolière consumée par le feu, la seule chose que notre protagoniste peut faire est de traîner l'individu hors des lieux. En vérifiant son portefeuille, il découvre qu'il s'appelle Patrick et qu'il est aussi détective privé. Peu après, Patrick reprend connaissance, stupéfait par ce qui vient de se passer. Le jeune homme était entouré de flammes. Ben l'interroge sur la personne qui l'a engagé, ce à quoi Patrick répond qu'un certain Winston lui a offert 50 $ pour le capturer. Ben, avec amertume, lui avoue qu'on ne lui a promis que 30. Le lendemain matin, Ben arrive à son bureau avec son assistante, Janet, qui manifeste une profonde déception en apprenant que le jeune Addison est mort, et qu'ils ne seront donc pas payés pour le travail accompli. Heureusement, un individu nommé Carmody entre dans son bureau en tant que nouveau client, prêt à payer pour qu'on l'aide à retrouver sa femme. Il la soupçonne d'infidélité, et sait qu'elle verra quelqu'un aujourd'hui à 20h. Il cherche donc des preuves irréfutables pour la désavantager au divorce. Constatant le désespoir de l'homme, Ben lui facture le double et lui demande de revenir dans 2 jours, promettant des photos compromettantes de sa femme en plein adultère. Cet après-midi-là,
Ben déjeune avec son ami Robbie, qui lui raconte que Silverman, le mafieux le plus puissant de la ville, a tué 6 personnes la nuit précédente sans que personne intervienne. Robbie insiste sur le fait qu'ils ont besoin d'un héros et essaie de convaincre Ben de remettre le costume. Cependant, à cet instant précis, Ben a une vision. Il voit sa bien-aimée Ruby mourir noyée, tandis qu'il se sent totalement impuissant à l'empêcher. Cette même nuit, Ben attend impatiemment devant l'hôtel où la femme infidèle est censée arriver. Après plusieurs heures d'attente, elle finit par apparaître. Ben la suit jusqu'au hall, mais sans accès à l'ascenseur, il observe de loin l'étage visé. Voyant que c'est le penthouse, il prend l'escalier de secours. De là, il parvient à observer la femme en train de remettre une enveloppe à un individu. Lorsque celui-ci tente de l'embrasser de force, elle lui donne une gifle. Avant que l'individu ne puisse l'agresser, Ben lui lance une de ses toiles d'araignée et s'éclipse rapidement. Le lendemain, Winston vient payer les $30, mais Ben refuse de se laisser duper et exige $200 pour révéler où se trouve Addison. Bien que Winston dégaine une arme et menace de le tuer, Janet est prête. Elle porte toujours son calibre 38 caché sous sa robe. À peine Winston quitte le bureau, Ben le suit et découvre qu'il travaille pour Silverman. Le jeune Addison est celui qui a incendié le manoir du mafieux il y a 2 nuits et a tenté de mettre fin à sa vie. En revenant au bureau, Janet a les photos prêtes. D'après les images, la femme de la nuit précédente a rencontré le maire de New York. Peu après, Robbie l'appelle pour qu'il se rende à la morgue. Là-bas, il lui montre le corps d'Addison, qui curieusement n'a aucune brûlure mais plusieurs balles dans la poitrine. Ben lui avoue qu'il était présent sur les lieux, révélant que le jeune homme possédait des pouvoirs et que c'est lui qui a incendié le manoir du méchant. Robbie lui apprend que la femme sur la photo est Kat Hardy, la nouvelle vedette de l'hôtel Alcove. Ce soir-là, Ben se rend à l'établissement et est émerveillé par la voix de la jeune femme. Mais il remarque que Silverman occupe une loge privée avec Winston et décide de ne pas risquer d'être découvert. Peu après, Silverman quitte les lieux avec Winston et il se dirige vers le sous-sol. Là où ils retiennent Patrick, le mafieux lui exige des réponses au sujet d'Addison. Et Patrick avoue l'avoir tué par balle, en expliquant que le garçon possédait des pouvoirs et était entouré de flammes. En entendant cela, le méchant le remercie simplement et, avec froideur, lui tranche la gorge. Pendant que Silverman est occupé, Ben s'approche de Kat et lui montre la photo avec le maire, lui réclamant de l'argent en échange de son silence. Elle refuse catégoriquement, et dès que Ben quitte l'hôtel, elle envoie un homme de main pour en finir avec lui. L'individu suit Ben jusqu'à un bâtiment abandonné. Ils s'engagent alors dans un combat violent pour les négatifs. Comme prévu, Ben le vainc, mais il se produit un événement inexplicable. Flynn commence à se transformer en sable, et ses poings acquièrent une force suffisante pour plier le métal avec une facilité absolue. D'un seul coup de poing, Flynn projette Ben dans le vide, l'obligeant à utiliser ses pouvoirs pour se sauver et revenir dans le combat. Là, il parvient à porter un autre coup précis pour le vaincre complètement. À cet instant, Kat fait alors son apparition et le supplie désespérément de ne plus leur faire de mal. Le lendemain matin, Janet, complètement lassée de la situation, prévoit de présenter sa démission. En effet, elle n'a pas reçu son salaire depuis des mois. Kat fait alors irruption au bureau et leur offre $50 par jour pour leur aide, révélant la mystérieuse disparition de Flynn. Le premier épisode s'achève dans une ambiance tendue. Le deuxième épisode reprend là où le précédent s'est arrêté. Ben et Kat discutent au bureau des événements de la nuit passée. Elle leur révèle que les étranges transformations de Flynn ont commencé il y a 6 mois. Cependant, elle avoue ne pas connaître les détails de sa vie personnelle. Si ce n'est qu'il est un garde du corps extrêmement loyal. Avant de partir, elle leur donne une adresse où il avait l'habitude de loger. Au même moment, Silverman informe Winston qu'un nouveau fournisseur arrivera demain au quai et qu'ils doivent le rencontrer. Winston, inquiet, lui conseille de ne pas le faire. En effet, la sécurité est devenue un problème sérieux depuis les récents attentats contre sa vie. Le méchant, avec fermeté, réplique que tout conflit se règle par la force. Ils doivent prouver qu'ils continuent de dominer la ville sans relâche. Son plan est clair, localiser Flynn en premier, puis s'occuper du détective qui a tenté de faire chanter Winston. De retour avec Ben, celui-ci arrive à l'appartement de Flynn Marco. L'endroit est impeccable. Décoré seulement de cartes postales de Paris et de photos attestant de son passé dans l'armée avec Addison et d'autres. Avant que Ben n'approfondisse en ses recherches, quelqu'un frappe à la porte. C'est Winston. N'ayant pas le choix, Ben se cache vite dans une armoire et scelle la serrure avec ses toiles d'araignée pour ne pas être découvert. De retour au bureau, Janet obtient le casier judiciaire de Flynn. Après la guerre, il est devenu un homme de main au service de Silverman, accumulant un long historique d'arrestations. Il était loin d'être un saint. Cependant, ce qui intrigue le plus Ben, c'est que,
Bien qu'ils aient tous deux combattu dans le même conflit, il ne reconnaît pas l'unité de Flynn, et il n'existe aucune trace d'elle dans les archives. Ce soir-là, Kat lui révèle une vérité dérangeante. Bien que l'hôtel soit à son nom, le véritable propriétaire est Silverman. Flynn n'était pas qu'un garde du corps, mais le geôlier chargé de la surveiller et de garantir qu'elle rapporte de l'argent au patron. Lorsque Ben quitte l'hôtel, on découvre que Flynn l'observe depuis une corniche. Son visage révèle que la transformation commence à devenir permanente, l'obligeant à rester à l'abri des regards. Quelques minutes plus tard, en arrivant chez lui, le sens d'araignée avertit Ben d'un danger imminent. Grâce à cela, il parvient de justesse à éviter un coup qui l'aurait assommé. Deux hommes armés surgissent, le frappent, puis le forcent à monter dans un véhicule, l'informant que Silverman veut lui parler. Le ton de leur voix lui confirme qu'il ne sortira pas vivant de cette rencontre. Profitant d'une distraction, Ben saute de la voiture en marche et utilise ses capacités pour se cacher sous le pont. Le lendemain matin, Ben retrouve Robbie pour le mettre au courant de toute l'affaire. Voyant son visage meurtri, Robbie comprend la gravité de la situation et l'avertit qu'ils doivent agir avec plus de prudence. Dès que Robbie entend parler d'Addison et de ses pouvoirs, il décide d'enquêter par lui-même. Il parvient à localiser une cabane en bois dans un quartier pauvre de la ville, où on lui assure que vit la famille Addison. À son arrivée, un individu musclé l'attend pour lui passer à tabac. Robbie, gardant son calme, précise qu'il ne veut pas d'ennui. Il l'informe du décès d'Addison et lui explique qu'il essaie seulement d'éclaircir les faits. Face à cela, l'homme finit par l'aider à localiser l'épouse du jeune homme, une femme nommée Vera. Pendant ce temps, Ben arrive à son bureau et le trouve complètement saccagé. Janet lui raconte, visiblement bouleversée, que deux hommes armés ont fait irruption et l'ont menacée avec un pistolet pour qu'elle révèle sa position. Mais comme toujours, elle est restée loyale. Cependant, cette rencontre rapprochée avec la mort l'a amenée à réfléchir profondément. Elle a passé 5 ans à attendre qu'il reprenne sa place en tant que héros de la ville. Mais elle avoue qu'elle commence à perdre espoir que cela arrive. Et elle lui avoue son affection et qu'ils resteront amis, mais refuse de laisser ses enfants orphelins à cause de lui. C'est un adieu définitif. Les paroles de Janet le touchent profondément. Ce même après-midi, Ben retourne dans son ancien appartement. Il se fait passer pour un plombier pour accéder à la salle de bain et récupérer son costume en abattant le mur. Pendant ce temps, Robbie arrive dans un hôtel de luxe, où il trouve l'épouse d'Addison, qui gaspille alors l'argent qu'elle a reçu pour avoir tenté de tuer Silverman en bijoux et en homards. Vera ne pleure pas son mari, estimant simplement qu'il a été payé pour un travail qu'il n'a pas fait. Malgré l'insistance de Robbie, elle refuse de révéler le nom de son employeur, consciente que le faire reviendrait à creuser sa propre tombe. La prochaine fois que nous voyons Flynn, il retrouve Lonnie, l'homme qui a menacé Robbie et possède aussi des pouvoirs. Lonnie l'avertit que tout le monde meurt peu à peu et propose qu'ils restent désormais unis. Immédiatement, l'histoire se déplace vers les quais, où Silverman est sur le point de rencontrer son nouveau fournisseur. L'araignée apparaît pour contrecarrer ses plans, mais le manque de pratique lui joue des tours. Ben arrive en se balançant et atterrit sur le mauvais véhicule, provoquant immédiatement une fusillade. Malgré cela, il parvient à renverser l'un des véhicules, et quelques secondes plus tard, il surgit pour vaincre les autres. Contrairement aux héros classiques en rouge et bleu, ce Spider-Man n'hésite pas à mettre fin à la vie des méchants, utilisant même leurs propres armes contre eux. Les deux types qui ont frappé Ben la veille protègent maintenant Silverman. Ben en profite pour se venger et obtenir un tête-à-tête avec le méchant. Lors de la confrontation, il lui dit qu'il ne se mêle pas de ses affaires. Après 5 ans de paix, il ne veut pas les troubler. Cependant, s'il continue à harceler Ben Reilly, il reviendra pour le tuer. Il s'avère que Spider-Noir doit un service aux détectives, et il est en train de régler une dette du passé. Il lui précise que peu lui importe qu'il inonde la ville d'alcool ou de drogue, mais qu'il doit rester loin de Ben. Silverman accepte l'accord. Ce soir-là, notre héros retourne à son bureau épuisé et visiblement bouleversé par l'action. Conscient qu'il est peut-être trop âgé pour ces affrontements, le conflit surgit quelques minutes plus tard lorsqu'il reçoit un appel de Robbie, qui l'informe que des agents du FBI collaboraient avec le fournisseur. La réunion était un piège pour arrêter Silverman, mais à cause de l'intervention de Ben, le mafieux a réussi à s'échapper. Ben a fini par sauver le méchant accidentellement, et le deuxième chapitre se termine sur une expression de profond regret sur son visage. Le troisième chapitre commence avec Ben au bureau, essayant de rassurer Janet en lui disant que Silverman ne sera plus un problème, même s'il soupçonne maintenant d'en avoir causé un bien pire. Quelques secondes plus tard, Robbie apparaît, et en remarquant la photo de l'unité sur le bureau, il reconnaît que le type musclé en fait partie. Sans attendre, il sort pour le trouver et obtenir plus de réponses. À peine Robbie parti, Silverman surgit avec ses gardes du corps et se présente à Ben.
Ils lui disent qu'ils connaissent une même personne et souhaitent l'engager pour un travail précis. Silverman lui explique que quelqu'un au sein de son organisation le trahit. Il le sait après l'échec de la descente et l'attaque de sa résidence. Il cherche donc quelqu'un pour trouver le traître, et voit Ben comme un détective très talentueux. La réunion est courte, mais Silverman laisse une grosse enveloppe d'argent. Ben, ironique, lui dit qu'il vaut mieux payer que tuer, puis commence aussitôt à travailler. Il se fait passer pour un vétéran blessé, et s'infiltre à l'hôpital pour interroger les hommes touchés lors de la descente de la veille. Ben fait preuve de ruse et interroge les individus un par un, utilisant les informations obtenues de chacun pour manipuler le suivant, réussissant ainsi à les faire se dénoncer mutuellement. Après 1 heure de travail, il obtient le nom de code, le maire. C'est lui qui leur a laissé très peu de temps pour préparer la descente, expliquant ainsi les nombreuses pertes. Pendant ce temps, Robbie retourne dans la ruelle des habitations précaires. Avant d'atteindre l'endroit où il a vu Lonnie, une descente de police surgit et procède à des arrestations massives. Robbie, profitant du fait que son costume de haute couture le rend discret, se place stratégiquement et prend des photos saisissantes des mauvais traitements infligés aux innocents. Cependant, lorsqu'un officier tente de frapper Lonnie, sa matraque se brise au contact de la peau du sujet, qui commence immédiatement à se transformer. D'un seul coup, Lonnie projette les officiers à une distance considérable. Sa force est surhumaine. Quelques instants plus tard, Flynn apparaît pour le soutenir dans la bataille, tandis que Robbie continue d'enregistrer toute la scène avec sa caméra. En même temps, Ben parvient à pénétrer dans l'appartement de Carmody, qui lui avait menti. Son vrai nom est Higgs. Il s'avère qu'il avait appris la réunion à l'avance, et convaincu qu'il s'agirait d'une rencontre intime, il prévoyait d'utiliser les photos pour faire chanter le maire et vendre l'exclusivité aux tabloïds, espérant ainsi échapper à sa vie misérable. Alors que Ben comprend que Higgs est aussi sans scrupules et charognard que lui, son sens d'araignée l'avertit d'un danger imminent. Après avoir vu par la fenêtre qu'ils sont suivis, il s'échappe par l'arrière et rejoint Kat pour l'interroger. Il est révélé qu'ils travaillent désormais tous les deux pour le même homme, et que Ben est chargé de l'enquête visant à démasquer le traître au sein de l'organisation. Kat n'est pas ravie de la nouvelle et affirme ne pas être la traîtresse. Elle avoue aussi en avoir assez d'être un oiseau en cage. Silverman contrôle jusqu'au moindre détail de son existence, de ce qu'elle mange à ce qu'elle porte, et elle a l'impression que ce n'est pas une vie. À peine Ben retourne-t-il à son bureau que Robbie l'attend pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Ils doivent développer les photos immédiatement, car Janet a découvert un lien troublant. Tous les individus avec des super pouvoirs étaient prisonniers de guerre et ont partagé leur captivité dans un camp de concentration, où ils semblent avoir subi des expériences. Ben lui révèle que Silverman l'a engagé spécifiquement pour trouver le rat, et son instinct lui crie que la responsable est Kat. Elle a eu connaissance de la réunion sur les quais, et a rencontré le maire en tête-à-tête, précisément la même nuit où il a contacté le FBI. S'il révèle cette information aux méchants, elle sera sûrement tuée. Peut-être menteuse, elle ne mérite pas la mort. Ben demande où se trouve Vera. Il a un plan, mais a besoin de temps. Ben rend visite à la veuve, et exige le nom de l'employeur de son mari pour tuer Silverman, mais elle demande 1 000 $ en échange. C'est ça ? Ou attendre que les corps continuent de s'accumuler ? Ben ne pouvant pas demander l'argent au bureau du méchant sans être suivi, il décide d'attendre la nuit. Il s'infiltre dans le penthouse en costume et ouvre le coffre-fort grâce à son sens d'araignée. Bien que le coffre soit rempli d'argent liquide, Ben ne prend que les 1 000 $ nécessaires et se cache, réussissant à échapper à Silverman et à ses sbires. Pendant ce temps, Flynn retrouve enfin Kat et il est révélé qu'ils sont tous les deux amoureux. Ils essaient de fuir ce monde depuis longtemps. Cependant, la transformation de Flynn progresse inexorablement, et il craint de ne plus pouvoir être aimé une fois qu'il sera devenu complètement un monstre. Ben remet 1 000 $ à Vera, et lui conseille d'éviter les erreurs à la prochaine étape du plan. À peine sorti, 2 hommes l'interceptent et l'informent d'un rendez-vous avec une personne très importante. Ben suppose qu'il s'agit de Silverman, mais à sa grande surprise, c'est le maire qui exige une rencontre avec l'araignée. Le temps que Ben perd avec le maire et le temps que Kat utilise pour fuir la ville. Fatiguée d'attendre de l'aide, elle ne compte pas mourir lorsque Silverman découvrira qu'elle est la traîtresse. Ben parvient à rattraper Kat à la gare et lui avoue qu'il sait qu'elle est la traîtresse, mais qu'il cherche un moyen de l'aider. À ce moment-là, Winston apparaît. Tous deux comprennent qu'il a tout entendu. Maintenant, tous les trois se dirigent vers le penthouse de Silverman, qui décidera de leur sort. Pendant le trajet, Winston dit à Ben qu'il a été plus malin qu'il ne le pensait, même s'il a suffi de donner 2 gifles à Vera pour qu'elle avoue toute la vérité. Cependant, ils ne se dirigent pas vers le penthouse, mais se retrouvent au milieu de la forêt,
où une tombe a déjà été creusée. Silverman entre en scène, prêt à mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. À cet instant, Vera sort les billets et les rend à Silverman, qui les observe attentivement et découvre quelque chose de crucial. Il s'avère que le méchant marque tout. Tous ces billets portent un point rouge, placé à un endroit précis selon l'employé à qui ils sont remis. Ben avait découvert ce détail et a marqué les billets qu'il a volés à Silverman la nuit précédente au même endroit que ceux avec lesquels Winston l'avait payé pour retrouver Addison. Silverman est désormais convaincu que Winston est le traître. Quelques secondes après, il lui tire dans la poitrine et le corps tombe dans la tombe. Cependant, le mafieux demande à Ben s'il a de la force dans le dos, car il a besoin d'une tombe de plus. Le 3e chapitre se termine par le bruit d'un autre coup de feu provenant de l'arme de Silverman, sans que l'on puisse voir qui il vient de tuer. Le chapitre 4 ne reprend pas à l'endroit où nous nous sommes arrêtés. Il faudra donc patienter pour savoir qui a reçu la seconde balle. À la place, on voit Kat monter sur scène, utilisant cette belle voix que Silverman aime tant, mais qui lui a coûté sa liberté. À ce moment-là, nous détournons le regard vers la loge privée, où nous voyons Silverman avec Ben en train de boire un verre et de profiter de la musique. À cet instant, il est révélé que Winston était mort avec son ami Gio, que Silverman considérait comme peu fiable, décidant ainsi de se débarrasser des deux. Silverman félicite Ben pour son travail, estimant que c'est un homme brillant qui serait très utile dans son équipe. Ben, cependant, lui répond qu'il n'est pas enthousiasmé par ses plans de retraite, ce qui provoque les rires du méchant. Après avoir terminé son spectacle, Kat se retire dans sa chambre, où ses valises étaient prêtes pour s'enfuir avec Flynn. Mais tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est s'effondrer en larmes sur le sol. Le lendemain matin, Ben revient complètement ivre au bureau après une nuit de fête avec le mafieux, buvant du whisky à 1000 $ la bouteille. Bien que Ben soit anéanti, Silverman est impeccable. Ce même matin, il croise Kat, même si elle ne s'est pas révélée être la traîtresse. Cela n'explique pas ce qu'elle faisait à la gare avec ses valises, et le vieux se demande si elle va vraiment essayer de l'abandonner. Elle lui avoue qu'elle avait peur. Il ne l'aurait jamais préféré à Winston si ce n'avait été l'intervention de Ben. Elle a reconnu avoir envisagé de partir, mais lui assure que ses pensées ont disparu et qu'elle restera. À peine Silverman est-il parti, Kat appelle le bureau de Ben pour exiger une réunion immédiate au club à 15h. Silverman attend aussi de rencontrer le chef de la police. Et rien ne l'agace plus que de se faire poser un lapin. Lors de la rencontre, Kat avoue à Ben qu'avant Flynn, il y a eu un autre homme dont elle est tombée amoureuse alors qu'elle chantait dans un établissement appelé Mala Muerte. Ils étaient destinés à se marier. Mais un soir, Silverman a fait irruption et lui a offert plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu, pour faire d'elle la vedette de son club. En apprenant ses fiançailles, le mafieux a fait assassiner l'homme qu'elle aimait. Elle ne l'a pas fait par amour ni par désir, car le vieil homme ne l'a jamais touchée, mais par pure soif de contrôle et de pouvoir. C'est cela qui le satisfait vraiment. En tombant amoureuse de Flynn, ils ont compris qu'il fallait éliminer Silverman pour être heureux. Mais le plan a échoué quand Addison a raté sa mission. Lorsque Kat arrive au point de l'histoire où elle avoue avoir soudoyé Addison pour qu'il assassine Silverman, elle ne se rend pas compte que Flynn les écoute. Il ignorait cette information, car il n'aurait jamais mis en danger la vie de son ami et collègue. C'était une décision que Kat avait prise seule. Cette nuit-là, Flynn retourne voir son patron, qui lui avoue avoir tué Winston, le considérant comme traître. Flynn, cependant, sait que la véritable traîtresse est Kat, et il doit maintenant faire face à une décision extrêmement difficile. Rester loyal envers Silverman ou dénoncer la femme qu'il aime. Ben emmène Kat chez lui, car elle ne se sent pas en sécurité chez elle. Ce soir-là, après quelques verres, il lui parle de Ruby. C'était la femme de ses rêves. Mais un jour, Ben a enquêté sur un mari paresseux qui volait sa femme. Après l'avoir dénoncé, l'homme a passé 5 ans en prison, période pendant laquelle il a planifié sa vengeance. Une nuit où Ben avait trop bu, l'homme a conduit la voiture de Ruby directement sur le quai pour qu'elle se noie. Et Ben n'a rien pu faire pour l'empêcher, car il était trop ivre pour réagir. À ce moment-là, la scène se déplace vers un hôtel de la ville, où Silverman découvre pourquoi le chef de la police n'a pas assisté à sa réunion. Il a passé toute la journée à boire et à dîner avec le maire. Le maire rappelle à Silverman qu'il compte sur lui et qu'il devrait soutenir davantage sa campagne. Il le prévient que, s'il venait à être remplacé, il n'hésiterait pas à révéler tout ce qu'il sait sur ses affaires illicites. En gros, le maire a menacé de devenir un informateur s'il perd les élections. Cependant, Silverman lui répond que c'est lui qui contrôle la ville, et qu'il n'aime pas du tout sa plateforme politique. Lever l'interdiction nuit aux affaires, et il ne doit pas oublier qui l'a nommé à ce poste. Son temps est terminé, et le prochain à occuper le poste sera Hudson, qui était beaucoup plus fiable. À cet instant, Morris, l'actuel maire, perd son sang-froid, et lui annonce que son dîner avec le chef de la police a un but.
Ils vont l'écarter du jeu et lui souhaitent bonne chance en prison. En entendant cela, Silverman lui présente Flynn, qui détruit la table d'un seul coup. Le méchant se retire, déclarant que le maire a provoqué exactement ce qui va lui arriver. À ce moment-là, la scène revient à Ben, qui est sur le point d'embrasser Kat lorsque, à la radio, on annonce qu'un monstre attaque la ville. Convaincue qu'il s'agit de Flynn, elle se précipite pour l'aider. À peine Kat est-elle partie que Ben contacte ses alliés, qui sont en train de discuter avec Lonnie. Il leur a révélé ce qui s'est passé, après avoir été capturé par les Allemands et soumis à des expériences. Ben ordonne à Robbie de prendre immédiatement sa caméra et de se rendre à la banque de la 5e avenue. À son arrivée, notre super-héros croise un homme fuyant avec des sacs d'argent. Ce n'est pas Flynn, mais un autre doté de pouvoirs électriques. Avec quelques décharges, l'individu parvient à mettre l'araignée à terre, créant un spectacle destructeur. Incapable de s'approcher sans subir une décharge, l'araignée commence à utiliser l'environnement à son avantage, pendant que les spectateurs assistent à l'affrontement. Après quelques secondes, l'individu semble décharger et se dirige vers un compteur électrique pour y introduire ses mains et se recharger. Ben repère la manœuvre et utilise sa toile pour couper le courant. Il doit maintenant forcer le méchant à épuiser son énergie afin de le vaincre. Le combat s'éternise et le sujet électrique s'épuise. Sans cardio, ses pouvoirs ne suffisent pas, permettant à Ben de le vaincre et à la police de l'arrêter. Lorsqu'il sort finalement victorieux, le maire apparaît pour le féliciter en personne, tandis que Robbie immortalise la scène en photo. Le maire profite de l'occasion pour annoncer que, dans sa nouvelle administration, lui et l'araignée formeront une équipe pour débarrasser la ville des criminels. Quand Ben rentre chez lui, il est épuisé, mais Kat l'attend, déterminée à confirmer un soupçon. Elle ouvre d'abord la fenêtre et s'assied sur le rebord. Elle demande directement à Ben s'il a quelque chose à lui avouer, ce à quoi il répond par la négative. À cet instant, elle se laisse tomber dans le vide. Quand les toiles la retiennent, un sourire apparaît. Le 4e chapitre s'achève ainsi. Secret révélé et baiser passionné. Le 5e chapitre débute avec Ben dans un café avec Kat, lui racontant son expérience pendant la guerre, lorsqu'il tentait avec son unité de libérer un poste à l'est de la France. Mais les forces allemandes refusèrent de partir. Après une attaque nocturne au cours de laquelle beaucoup de ses hommes furent tués, Ben inspecta les baraquements et découvrit des centaines de prisonniers. Il refusa de partir sans les libérer. En enquêtant plus en profondeur, ils découvrirent une pièce remplie de soldats attachés à des brancards et connectés à des machines contenant divers animaux, des mantes religieuses, des serpents et des anguilles électriques, tous apparemment modifiés génétiquement. Soudain, l'un des sujets attrapa Ben par le bras et le mordit. En l'observant attentivement, il découvrit qu'il avait muté de façon horrifiante, acquérant des traits d'araignée. Son compagnon tira sur la créature, réussissant à les séparer. Avant de se retirer, Ben ordonna à ses hommes d'incendier les lieux. Bien qu'il figure sur la photo avec Addison et les autres, il était si malade ce jour-là qu'il s'est effondré avant la prise. Cependant, il confirme qu'il fait partie du groupe qui a été soumis aux expériences. Ben avoue à Kat qu'il lui a fallu des années pour réapprendre à se comporter comme un être humain. Quoi qu'il en soit, cette araignée s'est profondément installée dans son organisme, au point qu'il a passé des mois à dévorer des mouches et des insectes pour survivre. Il a dû aller au cinéma tous les jours pendant plus de 2 ans pour réapprendre à se comporter comme une personne et assimiler les gestes qui font de nous des humains, gestes qu'il avait, pour une raison quelconque, complètement oubliés. Le lendemain, Flynn retourne au quartier bas pour tenter de convaincre Lonnie de travailler pour Silvermane. Il pourrait gagner une fortune et se payer un déguisement s'il a tellement peur de sortir dans la rue. Lonnie refuse d'abord, mais Flynn lui explique que Silvermane ne se préoccupe que de son utilité, et qu'ils savent tous deux que ce qu'il porte les tuera bientôt. Il soutient donc qu'il vaut mieux profiter pleinement de la vie tant qu'on le peut. En même temps, Ben rejoint son équipe pour en chercher la raison. La guerre s'est finie il y a 15 ans. Pourquoi les sujets avec des pouvoirs n'apparaissent-ils que maintenant ? Ils trouvent rapidement la réponse grâce à Lonnie, qui leur révèle qu'une généticienne nommée Faber les a tous traités, et que ce n'est que des mois plus tard qu'ils ont commencé à muter. 1 heure plus tard, le groupe rejoint la clinique de Faber. Pendant que Robbie la distrait avec une interview pour un soi-disant article de journal, Ben utilise ses pouvoirs pour s'infiltrer discrètement dans le bureau et voler les informations dont ils ont besoin. Robbie note à la docteure qu'après avoir soigné des centaines de vétérans après la guerre, 4 d'entre eux ont développé des super-pouvoirs et qu'elle a choisi de le cacher. Face à cela, Faber réagit avec hostilité et lui ordonne de partir immédiatement. Dans le bureau, Ben trouve un faux fond dans un classeur contenant les dossiers de tous les sujets dotés de super pouvoirs, bien plus nombreux qu'il ne le pensait. La docteure attrape Ben dans le bureau
mais il jette vite les documents par la fenêtre avec sa toile d'araignée. Aussitôt après, il commence à agir de façon erratique, faisant semblant d'être déséquilibré. La docteure, le prenant pour un patient, le laisse s'échapper. Cette nuit-là, Lonnie, désormais avec l'équipe de Silverman, attaque le commissariat avec Flynn et libère le type électrique pour qu'il les rejoigne. Bien que les officiers tirent, les balles ricochent sur la peau de Lonnie et traversent Flynn comme s'il était fait de sable. Une fois libre, le méchant électrique s'occupe d'assassiner l'officier qui l'avait frappé toute la journée, en arrachant un projecteur du plafond et en lui donnant le baiser de la mort avec une décharge mortelle. De retour avec Ben en lisant les documents de Faber, il découvre qu'elle a tenté de les aider en rétablissant leur matériel génétique, mais n'a fait qu'accélérer la mutation. C'est pour cela que leur état se détériore rapidement, et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir, ils réduisent leur espérance de vie. Cette nuit-là, Silverman convoque Ben dans son penthouse pour lui présenter ses nouvelles recrues, et lui ordonner d'avertir l'araignée. Il ne doit pas s'immiscer dans la guerre entre lui et le maire, sinon il sera gravement blessé. Peu de temps après, Ben cherche Kat pour lui avouer son amour et lui proposer de fuir la ville pour recommencer à zéro, en se proposant de l'accompagner. Mais le lendemain, Flynn envoie Lonnie pour capturer Kat. Une fois seul, Lonnie lui révèle qu'il l'a entendu avouer sa responsabilité dans le pot de vin donné à Addison pour assassiner Silverman, et il lui assure qu'il ne lui pardonnera jamais d'avoir causé la mort de l'un de ses meilleurs amis. À ce moment, Kat demande à Lonnie pourquoi sa mutation s'aggrave. Lonnie révèle alors que la docteure Faber n'a pas seulement échoué, elle a aggravé la situation. La seule solution qu'elle a envisagée est le sang de l'araignée, étant donné que sa mutation est différente et bien plus stable que la leur. Cette même nuit, Kat intercepte la docteure Faber alors qu'elle tente de fuir la ville. Kat lui avoue qu'elle connaît la véritable identité de l'araignée et la supplie de rester pour l'aider à sauver l'homme qu'elle aime, Flynn. Le 5e chapitre s'achève quand Kat révèle à la docteure l'identité secrète du super-héros. Il s'agit de Ben Reilly, le détective privé. Le 6e chapitre commence avec le bras droit de la docteure Faber surveillant l'appartement de Ben. Pendant qu'il organise ses affaires, il fait ses valises et laisse à Janet un généreux cadeau en espèces pour ses années de service. Dans son regard, on voit l'illusion de l'amour, mais il ignore avoir été trahi. Quelques secondes plus tard, l'homme arrive chez lui et lui montre une photo où il désigne sa silhouette, affirmant que Ben lui a sauvé la vie. Ses compagnons d'armes l'appelaient Pécasse parce qu'il était trop jeune pour être à la guerre, bien que le conflit ait pris fin il y a 15 ans. Pécasse a l'air d'en avoir vécu 60. Cela est dû à sa mutation, qui accélère drastiquement son vieillissement. C'est la raison de sa présence. Il supplie qu'on l'aide, affirmant qu'ils veulent juste un peu de son sang et le laisseront ensuite. Ben répond que ce n'est pas possible, car il partira le lendemain pour commencer une nouvelle vie. Se sentant rejeté, Pécasse s'excuse pour ce qu'il va faire. D'une agilité rare pour son âge, il injecte un produit dans la main de Ben, qui s'effondre en 2 secondes. Après cela, il le traîne hors de l'appartement et le fait monter dans une voiture. De là, il le transporte dans un laboratoire clandestin où la docteure Faber l'attend, l'attachant à une table d'examen. À son réveil, la docteure explique calmement à Ben qu'elle n'a besoin que de quelques heures pour faire quelques tests, puis il pourra partir. Pourtant, les menottes à ses mains et pieds contredisent ses paroles. Ben la prévient que quoi qu'elle tente, cela échouera. Nous assistons alors à un flashback de la nuit où il s'est réveillé après la morsure et a découvert ses pouvoirs. Au début, tout semblait fascinant, mais peu après, les spasmes ont commencé et son corps a commencé à lui imposer des comportements instinctifs. Ben accuse la docteure d'être comme les médecins de l'armée qui l'ont utilisé comme cobaye, mais elle lui demande de ne pas commettre cette erreur. Ils ont voulu en faire une arme, alors qu'elle essaie juste de le sauver, et il devrait lui en être reconnaissant. À ce moment-là, elle lui révèle qu'elle a perdu un être cher, son propre fils, à cause de cette même mutation, et elle lui promet qu'une fois qu'elle aura obtenu ce dont elle a besoin, il sera libre. Cependant, les heures passent, et la docteure n'arrive pas à percer le secret de sa condition, car à sa grande surprise, son sang est parfaitement normal. Devant cet échec, elle décide de le transférer au bloc opératoire pour extraire du matériel génétique directement de ses organes. Après lui avoir injecté un puissant sédatif, Ben commence à avoir une hallucination troublante. Un militaire apparaît pour le torturer, et quelques secondes plus tard, un médecin lui ouvre l'abdomen, laissant sortir des milliers d'araignées de l'intérieur de son corps. Ensuite, Ben voit le même individu qu'il a mordu à l'origine, et le rêve devient de plus en plus surréaliste. Lorsqu'il parvient à se réveiller, ce que Faber lui a fait est terminé. Il n'a qu'une blessure superficielle à l'abdomen. Le sourire sur le visage de la docteure lui confirme qu'elle a découvert le secret. Pégase vivra plus longtemps, et les autres personnes touchées pourront être sauvées. 1 heure plus tard, Faber synthétise un composé curatif et l'injecte au vieil homme, qui retrouve sa jeunesse et son apparence naturelle en quelques secondes.
Cependant, la docteure annonce qu'ils ne libéreront pas Ben, car ils risqueraient de les dénoncer et de les envoyer en prison. Elle refuse que retrouver sa jeunesse soit le début d'une vie en prison. Heureusement, Ben a pu se libérer de ses menottes. Néanmoins, la substance que Faber lui a injectée a inversé son état, provoquant le retour violent des spasmes et du comportement instinctif de l'araignée. Mais ce ne sont pas les pires nouvelles. Silverman et ses sbires dotés de super-pouvoirs sont arrivés au laboratoire. Ils veulent savoir si la docteure peut créer des surhumains au lieu de les soigner, et prévoir de la kidnapper pour la forcer à travailler pour eux. Lorsque la docteure leur montre les restes des surhumains, révélant qu'ils sont tous morts dans leur chambre cryogénique, Kirk, le sujet électrique, perd patience et l'attaque. Pegasus surgit pour la défendre et prend une balle à sa place. Peu après, le laboratoire est ravagé par les flammes, mais Ben s'échappe miraculeusement. Le plus révélateur, c'est qu'il a réussi à subtiliser une dose de l'antidote du laboratoire. Il a maintenant la possibilité de mener une vie normale, s'il le souhaite. Le 6e chapitre se termine sur la possibilité que l'araignée ait cessé d'exister, laissant place à un homme ordinaire qui a trop souffert. Le 7e chapitre commence avec les méchants qui retournent au bar pour boire un verre. Silverman les avertit qu'en l'absence d'autres surhumains, la responsabilité repose exclusivement sur eux trois. Il leur ordonne de semer le chaos dans la ville pour que le maire regrette de l'avoir défié. Une fois qu'il sera complètement vaincu, il prévoit d'enterrer son corps au milieu de la forêt. La première cible de Kirk et Flynn est le centre de campagne du maire Morris, où ses partisans distribuent des tracts. Kirk neutralise les agents avec une seule décharge, tandis que Flynn convainc l'une des otages de le guider jusqu'à la chambre forte où sont stockés les fonds de la campagne. À leur grande surprise, ils trouvent une somme considérable. Ils remplissent des sacs d'argent pour saboter la campagne de Morris et s'assurer qu'il n'ait rien pour la publicité. Parallèlement, Kat arrive au bureau de Ben pour le chercher, mais Janet lui avoue qu'ils ne l'ont pas vu depuis des jours, et elle se montre visiblement inquiète. Lorsque le maire Morris apprend le vol, il est pris de fureur et confronte le chef de la police, exigeant une explication face à un tel échec. À présent, cet argent sera utilisé pour financer son adversaire politique, ce qui représente un coût dévastateur pour ses ambitions. Le chef de la police l'avertit que Silverman dispose de 3 individus surpuissants capables de détruire tous les commissariats, s'il le souhaite. Il lui conseille de demander l'aide de son ami l'araignée, d'autant plus que le maire s'est récemment vanté d'entretenir d'excellentes relations avec le super-héros. Ben, au bar, tente de noyer son chagrin dans l'alcool quand des individus se moquent de l'araignée. Perdant patience, il décide de leur donner une leçon d'humilité. Robbie arrive 1 minute plus tard et fait face au chaos. Au lieu de l'interroger sur son absence, il écoute Ben confesser qu'il a enfin l'antidote entre les mains et qu'il compte l'utiliser à cet instant précis pour retrouver la vie qu'il a perdue. Robbie lui arrache l'objet et lui dit qu'il devra le tuer s'il veut abandonner et prendre le remède. Ben n'a alors pas d'autre choix que de discuter. Au fil de la conversation, il découvre la trahison de Kat et que son amour pour elle s'est éteint. À présent, il ne leur reste plus qu'à s'occuper des super-vilains, et de Silverman, qu'ils doivent finalement mettre derrière les barreaux. Avant cela, Robbie tente une dernière fois de convaincre Lonnie de rejoindre les gentils. Lonnie refuse l'offre et attaque, mais l'araignée intervient et le projette au loin d'un double coup de pied. Voyant cela, les policiers déchargeant des caisses de contrebande pour Silverman se retirent et les laissent se battre. Lors de sa prochaine attaque, Lonnie lance une caisse de marchandises, rate sa cible, mais attrape l'araignée par la jambe et la frappe violemment au sol. L'impact est si fort que Ben doit revoir sa stratégie. Lors de sa prochaine attaque, il choisit la discrétion et tente de lui injecter la fiole d'antidote. Malheureusement, la peau de Lonnie est impénétrable et l'aiguille se plie au contact. À cet instant, Lonnie projette notre héros contre une voiture avec une telle force que Ben perd connaissance et laisse tomber la 2e fiole par terre. Heureusement, Robbie intervient. Il plante la fiole dans l'œil du géant, permettant au liquide de pénétrer dans son organisme. Le changement est immédiat. La peau de Lonnie revient à son état normal et il perd son invulnérabilité. À ce moment-là, la police les attaque tous les deux, mais les pouvoirs de Ben échouent soudainement et ses toiles ne sortent plus. Avant que les policiers ne le battent à mort, Lonnie intervient, neutralise les agresseurs et ils s'échappent en voiture. Il aide ensuite Robbie à mettre l'araignée en sécurité. Arrivé à l'appartement, c'est l'heure des adieux. Le jeune homme veut vivre en paix et s'éloigner de la ville autant que possible. Ce soir-là, les hommes de Silverman et la police informent leurs supérieurs respectifs de ce qui s'est passé. Le 7e chapitre se termine avec le maire corrompu et le chef de la mafia prononçant la même sentence : « Amenez-moi Ben Reilly ».
Le 8e et dernier chapitre débute avec Flynn et Kirk qui surveillent en devant chez Ben, attendant son apparition. Cependant, ils finissent par remarquer Janet et décident de la suivre pour voir où elle va. Elle les conduit directement à l'appartement de Robbie, où notre héros peut à peine se tenir debout après la raclée que lui a infligée Lonnie. Les méchants font irruption sur les lieux et kidnappent Ben pour l'emmener devant Silverman, qui a quelque chose de très important à lui dire. Le mafieux veut que Ben contacte son ami, l'araignée, pour négocier une trêve et que le super-héros arrête d'éliminer ses associés dotés de pouvoir. Constatant le piège, Ben la prévient que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas qu'il suffit que quelqu'un fasse un signe pour qu'il apparaisse, mais l'araignée a plutôt l'habitude de trouver ses cibles, et cela fait longtemps que ce n'est pas arrivé. À ce moment-là, Silverman décide d'être aimable, car il apprécie Ben et lui propose 2000 $ en échange d'un appel à son ami. Ben prend le téléphone et compose le numéro. De l'autre côté du fil, Robbie fait de son mieux pour imiter la voix du super-héros, promettant qu'il arrivera très bientôt. Il ne reste plus à Ben qu'à distraire les méchants. Mais tout se complique lorsque Kirk, le type électrique, l'observe attentivement. Il le reconnaît. Il sait que Ben est le capitaine de l'armée qui les a tous sauvés du camp de concentration allemand. À cet instant, Silverman comprend que Ben est l'araignée. Pour vérifier sa théorie, il sort une arme et la braque sur Kat. Ben profite de ces secondes de tension pour essayer de récupérer ses pouvoirs sous la table et en finir avec le méchant. Mais rien ne sort de ses mains. Juste avant que Kat ne soit exécutée, l'araignée fait son apparition sur scène. Mais nous savons qu'il s'agit de Robbie portant le costume. Dispositif. Il recommande à son ami d'accepter l'offre de Silverman. Ils obtiendront les 2000 $, remettront l'antidote et pourront partir en un rien de temps. Cependant, les sbires de Silverman capturent Janet dans la ruelle, qui a les antidotes en sa possession. C'est là que tout commence à s'effondrer. Kirk, sujet électrique, prend les fioles. Il en injecte d'abord une à l'araignée pour neutraliser son pire ennemi. Ensuite, il fait preuve de rébellion en s'opposant aux ordres de son chef, disant à Flynn que, maintenant qu'ils sont les seuls à avoir des super-pouvoirs, ils peuvent dominer la ville à leur guise. Il affirme qu'ils n'ont plus à suivre ce vieux et propose de tout contrôler ensemble. Kirk propose de tuer l'araignée ensemble et, à ce moment-là, il soulève Robbie et lui retirant son masque. Heureusement, à cet instant, Ben retrouve ses pouvoirs et les attaque avec ses toiles, éliminant plusieurs sbires en un instant. Avec l'aide de Kat, le combat s'équilibre et Ben met son ami en sécurité, même s'il ignore les effets que l'antidote aura sur lui. Ben déplace le combat dans la rue et les méchants le suivent, sauf Silverman, qui s'échappe par un couloir arrière. Dans la foulée, Ben essaie de leur injecter l'antidote, mais les coups de Flynn le distraient. Le type électrique l'attrape par derrière et lui inflige une décharge si intense que le poing de Ben se referme de force, détruisant une des fioles. Pour se libérer, Ben lance sa toile vers une voiture, l'utilisant comme projectile pour les entraîner vers une énorme enseigne du théâtre, où ils finissent tous les deux grièvement blessés. Ensuite, Ben utilise ses toiles pour relier deux voitures, et les projeter sur Flynn avec une telle puissance qu'il le désintègre complètement. De son côté, Kat poursuit Silverman jusqu'au sous-sol, le coince dans un couloir de miroirs et vide son chargeur en détruisant les illusions autour d'elle, jusqu'à finalement réussir le tir décisif, tuant l'homme qui a complètement ruiné sa vie. De retour dans la rue, le sable commence à s'agglomérer à nouveau, et le géant électrique se recharge avec les lampadaires. Le combat n'est pas encore terminé. Ben tente de lui faire comprendre que plus elle utilise ses pouvoirs, plus elle mourra rapidement, lui assurant qu'il essaie seulement de les aider. Cependant, le méchant ne veut pas redevenir normal et parvient à le distraire suffisamment pour que Flynn reprenne ses esprits et attrape l'araignée avec sa main de sable géante. Avec notre héros vaincu, le type électrique commence à le torturer avec une cruauté extrême. Lorsque Kat essaie d'intervenir, il lui envoie une décharge qui fait violemment secouer son corps. Le fait de s'en prendre à la femme qu'il aime fait que Flynn perde toute loyauté envers son compagnon. Flynn passe à l'attaque, mais l'électrique attrape ses bras et leur inflige une décharge si puissante que le sable se cristallise et se brise, le blessant grièvement. À cet instant, Ben se reprend et lance ses toiles d'araignée depuis son dos. D'un geste, il projette le méchant devant le train qui passait. L'impact est dévastateur et le réduit à une simple étincelle. Le destin final de l'antagoniste reste incertain. Ensuite, Ben remet la dernière fiole contenant l'antidote à Kat pour qu'elle puisse sauver son bien-aimé, puis il s'en va. Quelques jours plus tard, le maire Morris remporte les élections, grâce au fait qu'il s'est attribué le mérite de la mort de Silverman. Robbie demande à son meilleur ami ce qu'ils vont faire, et Ben répond que tant qu'il y aura des épouses infidèles et des hommes désespérés, ils auront du travail. Il ne reste plus qu'à attendre quelle affaire se présentera, concluant ainsi notre histoire et nous offrant enfin la fin tant attendue de la série, avec Ben, toujours le héros qu'il aurait dû être,
et de nouvelles places pour les méchants, qui reviendront sûrement plus forts.